Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une véritable comète de la littérature française, Arthur Rimbaud. C'est l'histoire d'un poète qui a littéralement mis le feu à tout ce qui existait avant lui, avant de disparaître complètement. Un météore, voilà, qui a tout changé, puis s'est tout simplement éteint. Et c'est ça, le grand mystère Rimbaud. Comment est-ce possible? Comment un adolescent a-t-il pu écrire l'œuvre de toute une vie en quelques années, pour ensuite, pouf, s'évanouir dans la nature? Sa carrière, ce n'est pas une progression, hein, c'est une véritable explosion. Une comète qui a tout illuminé, et puis plus rien. Alors pour comprendre, il faut remonter à la source. Allons-y. On est donc à Charleville, une petite ville de province, un peu grise. Et c'est là que tout commence. Parce qu'avant d'être le rebelle qu'on connaît, le jeune Arthur, c'est d'abord un élève brillantissime. Vraiment un prodige. Il maîtrise sur le bout des doigts les règles du Parnasse, ce courant poétique très en vogue à l'époque qui valorisait la forme parfaite, un art très léché, presque froid. Et quand je dis prodige, il a à peine 15 ans. À 15 ans. Il n'est pas juste bon, c'est un virtuose. L'alexandrin, le sonnet, il joue avec ça avec une facilité déconcertante, au point d'en bluffer tous ses profs. Et c'est ça qui est fascinant. Il fallait cette maîtrise totale, quasi académique, des règles pour pouvoir, plus tard, les faire voler en éclats avec une telle puissance. Et là, on touche à une tension, une vraie fracture chez lui. D'un côté, il a cette ambition folle, je serai parnassien, il veut être reconnu, faire partie de l'élite. Et de l'autre, il y a la réalité crue. Il crève d'ennui à Charleville, il déteste cette vie de province étouffante. C'est ce décalage, ce grand écart entre son rêve et son quotidien qui va tout faire péter. Alors regardez ça, pour bien mesurer le chemin qu'il va parcourir, il faut voir d'où il part. Ce vers-là, il est tiré de son tout premier poème publié. Techniquement, c'est impeccable, mais c'est sentimental, un peu classique, un peu ce qu'on attendait d'un bon élève, quoi. Le plus fou, c'est de se dire que quelques mois plus tard à peine, il va rejeter ce style avec une violence inouïe. Et cette rupture, elle ne se fait pas attendre. Elle est brutale, elle est totale. Il y a tout qui s'y mêle. Ses fugues pour échapper à sa mère, une femme très dure, et puis le contexte historique. La guerre de 1870, la Commune de Paris, c'est le chaos. Et dans ce chaos, Rimbaud décide que c'est fini. Le poète sage, le bon élève, c'est terminé. Ce qui est complètement dingue, c'est la vitesse à laquelle ça se passe. Regardez bien, en 1870, c'est encore l'apprentissage du cahier de Douai. Un an plus tard, en pleine Commune, il écrit ses Lettres du voyant qui théorisent une révolution poétique totale. Et en 72, c'est l'explosion créatrice avec Verlaine. En moins de 2 ans, le type est passé d'élève modèle à fondateur de la poésie moderne. C'est une accélération fulgurante, du jamais vu. Et là, c'est l'acte fondateur de cette rupture, brûler tout. Il écrit ça à son ami Paul Demeny. Ce n'est pas juste une critique de ses anciens textes, hein. C'est un geste d'une violence symbolique énorme. Il est en train de tuer le poète qu'il était. Il fait table rase pour que quelque chose de complètement nouveau puisse naître. Bon, alors, c'est quoi ce quelque chose de nouveau? Qu'est-ce qu'il veut faire? Là, on entre vraiment dans le cœur du réacteur Rimbaud. Sa fameuse théorie du voyant. Pour lui, la poésie, ce n'est plus juste une question de faire de jolis vers. Non, non, ça devient une quête, une véritable mission de vie. Le voyant, qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est que le poète ne doit plus se contenter de décrire le monde qu'on voit tous les jours. Il doit aller chercher l'inconnu. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Il faut faire sauter les verrous de nos perceptions, ce fameux dérèglement de tous les sens. Ce n'est pas juste faire la fête, attention, c'est une méthode presque scientifique pour explorer d'autres réalités. Et ça nous amène à sa phrase la plus célèbre. « Je est un autre ». Ça a l'air simple, mais c'est d'une profondeur. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? En gros, le poète doit arrêter de parler de ses petits états d'âme. Fini le moi-je. Le je doit devenir un autre, c'est-à-dire une sorte de médium, un canal qui reçoit des visions, des sons, des choses qui le dépassent. Le poète ne dit plus « je pense », il est pensé par quelque chose de plus grand. Et il a une méthode pour ça. C'est presque un programme en 5 points. Il faut chercher son âme, la rendre monstrueuse, s'infliger toutes les souffrances, l'amour, la folie, tous les poisons. On est loin de l'image du poète qui attend l'inspiration en regardant les nuages. Non, là c'est un travail acharné, douloureux, une mise en danger de soi. Le but, c'est d'aller chercher la vision, de la forcer à venir, quitte à y laisser sa peau, pour en rapporter la quintessence. Mais pourquoi s'infliger tout ça au final? Quel est le but? C'est ça, la clé. L'objectif ultime, c'est de trouver un nouveau langage. Une langue qui ne se contente plus de décrire, mais qui fait ressentir. Une langue totale, où les parfums, les sons, les couleurs, tout se mélange.
C'est exactement ce qu'il va faire par exemple dans son fameux poème « Voyelle », où chaque voyelle a sa propre couleur. Bon, c'est une théorie absolument géniale, mais est-ce que ça marche en pratique? Eh bien oui. Et comment? La période du voyant va donner naissance à des textes qui vont, littéralement, faire exploser la poésie de son temps et influencer tout le siècle suivant. On va voir ça de plus près. Prenez Le bateau ivre. Le poème commence par « je ». Mais ce jeu, ce n'est plus Arthur Rimbaud, l'ado de Charleville. C'est un bateau complètement à la dérive, sans personne à bord. Le moi du poète a disparu, il s'est dissous dans un flot d'images complètement folles, hallucinées. On ne nous raconte pas une histoire de bateau, on nous plonge directement, sans filtre, dans le dérèglement des sens. C'est la théorie du voyant mise en musique. Et les conséquences de tout ça, elles sont colossales. Concrètement, qu'est-ce qu'il a apporté? Il a fait exploser le vers traditionnel, ouvrant la voie au vers libre. Il a fait du poème en prose une forme un peu délaissée, un genre majeur. Il a poussé la synesthésie à fond, le fameux A noir, E blanc, I rouge. Mais surtout, il a changé le statut du langage. Ce n'est plus un outil pour dire des choses, c'est la chose elle-même. C'est une expérience. Il ne décrit pas, il fait ressentir. Bref, il invente la poésie moderne, rien que ça. Et cette image du voleur de feu, c'est vraiment celle qui le résume le mieux. C'est Prométhée. Le poète, pour lui, c'est celui qui a le courage d'aller voler un feu sacré là où personne n'ose aller, dans l'inconnu. Et ce feu, c'est un nouveau langage, de nouvelles visions. Il le ramène ensuite aux autres, même si ça veut dire qu'il doit se brûler les ailes au passage. Mais ça pose une question vertigineuse. Quand on a volé le feu, quand on a tout dit, tout révolutionné, avant même d'avoir 20 ans, qu'est-ce qu'on fait du reste de sa vie? C'est là tout le drame de Rimbaud. Après cette déflagration de génie, il se tait. Il plaque tout. Il part en Afrique faire du commerce. Et ce silence, ce grand silence, c'est peut-être l'énigme la plus profonde qu'il nous ait laissée. Le prix à payer, sans doute, pour avoir été le voleur de feu.